Bonjour, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo d'histoire du programme de 4e. Nous sommes dans le premier thème, le XVIIIe siècle, expansion, lumière et révolution. Chapitre 3, la Révolution française et l'Empire, nouvel ordre politique et société révolutionnaire en France et en Europe. Troisième vidéo sur la Révolution, 1790-1794, et nous allons étudier les relations entre le peuple, la nation et le roi. Première partie, 1790, une nation unie. Point d'interrogation. Le 14 juillet 1790, on va marquer le premier anniversaire de la prise de la Bastille. Donc les autorités, dont l'Assemblée nationale constituante, vont organiser une grande fête au Champ de Mars à Paris. Donc c'est la fête de la Fédération. Cette date va d'ailleurs être choisie en 1880 comme fête nationale. Donc le 14 juillet, fête nationale française, vient plutôt de la fête de la Fédération plutôt que de la prise de la Bastille. Cette fête de la Fédération a pour but de montrer l'union nationale. La nation tout entière est unie. Et lors de cette cérémonie, nous avons le commandant de la garde nationale, Lafayette, qui est aussi l'organisateur de cette fête, qui va prêter serment, ainsi que l'Assemblée nationale constituante, à la nation, la loi et au roi. Le roi et la reine vont également prêter serment, jurer fidélité à la nation et à la loi. Cet événement est censé marquer également la fin de la Révolution française. La nation est désormais unie et le roi accepte les acquis de la Révolution. Deuxième partie, 1791, la fuite du roi. En réalité, le roi n'accepte pas les acquis de la Révolution, il attend qu'une chose, partir. Et il attend le bon moment. Plusieurs événements vont le pousser à fuir. Tout d'abord, la mort du député Mirabeau, qui, au moment des événements de 1789 et de 1790, cherche à trouver un juste milieu entre révolution et monarchie. Donc ce n'est pas un radical, c'est plutôt un modéré. Deuxième événement, en 1791, donc au mois d'avril, le roi souhaite quitter Paris pour les fêtes de Pâques. Au moment de quitter le palais des Tuileries, il est bloqué par le peuple, qui l'empêche de quitter le palais. Aucune solution n'est trouvée, le roi ne veut pas en venir aux armes, donc il va retourner dans son palais et il ne participera pas aux fêtes de Pâques comme il le souhaitait. Il va devoir rester à Paris. Donc ces deux événements le poussent à se lancer dans son projet. La nuit du 20 au 21 juin 1791, le roi et toute sa famille vont quitter le palais des Tuileries. Donc ils vont se déguiser, ils vont se faire passer pour d'autres personnes. Leur but est de rejoindre Montmédy, qui est un bastion royaliste, donc une région qui est encore fidèle au roi. Et de ce bastion, de cette ville de Montmédy, le roi espère pouvoir organiser une contre-révolution pour rétablir les choses telles qu'elles étaient avant 1789. Si jamais il ne parvient pas à ses fins, il se rapproche quand même là de la frontière française et de ses alliés. Lorsque Lafayette se rend au palais des Tuileries pour voir le roi n'est plus là, donc on se rend compte qu'il est parti, on sait qu'il a fui. Donc on va envoyer des gardes dans un peu toutes les directions pour essayer de le retrouver, surtout vers l'est. Donc pendant ce temps, le roi avance, son convoi est quand même assez désorganisé, donc ils prennent beaucoup de retard, et les gardes finalement ne sont pas si loin derrière. Les soldats vont arriver à Sainte-Ménéhould, où ils vont rencontrer un maître de poste, donc Jean-Baptiste Drouet, qui leur dit que oui, en effet, il a aperçu une berline, donc un carrosse qui ressemble à leur description, et il est passé à peine 1 heure avant. Donc ce maître de poste avait des doutes sur ce carrosse-là, il me semblait qu'il avait reconnu le roi, mais il n'était pas sûr de ça. Et quand on lui indique que le roi a fui, tout de suite, il fait le rapprochement. Il indique aux gardes que le convoi se déplace en direction de Varennes. Les gardes reprennent alors la route, ils devancent le roi et vont l'arrêter à Varennes. L'aide de camp de Lafayette Romeuf arrive à ce moment-là avec un décret de l'Assemblée ordonnant l'arrestation du roi et de sa famille. Le roi est donc arrêté à Varennes et il est ramené en direction de Paris. Le 25 juin, on arrive au dernier kilomètre avant Paris, on est aux alentours de Meaux. Les Parisiens sont venus à la rencontre du roi, pas pour l'accueillir bien sûr, mais pour montrer leur colère, leur fureur. Donc il y a pas mal de messages injurieux envers le roi et toute sa famille. Le 25 juin à 14 h, l'Assemblée nationale décrète la suspension de Louis XVI.
À 18 h, celui-ci arrive aux Champs-Élysées, donc à Paris. Le silence est ordonné, donc il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas d'insultes, c'est très calme. À 22 h, le roi arrive aux Tuileries. Là, la foule s'agite, montre sa fureur, sa colère. La reine a d'ailleurs failli être tuée à ce moment-là. Cet événement marque un réel tournement dans la Révolution, puisque la fuite du roi est la preuve de sa trahison, du fait qu'il ne respecte pas le serment de fidélité qu'il a prêté le 14 juillet 1790. De même, cet événement marque un tournant dans l'histoire de France, notamment au niveau de la monarchie, puisqu'on va observer une certaine désacralisation du roi. Donc je vous rappelle que le roi de France est un roi qui tient son pouvoir de Dieu, donc c'est un monarque absolu de droit divin, et au moment du retour du roi à Paris, suite à sa fuite à Varennes, on va le représenter sous forme de cochon. Donc les cochons qui vont être ramenés à l'étable par les soldats. Donc là, toute la famille du roi est représentée sous forme de cochon. C'est très important à cette époque, puisque le roi est une figure sacrée qu'on ne représente pas n'importe comment. Le roi, de retour à Paris, va accepter la constitution qui est rédigée par l'Assemblée constituante. Le 13 septembre, on va mettre en place une monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire que c'est la fin de la monarchie absolue. Troisième partie, 1792, trahison. Suite à cet événement, des nobles vont émigrer, donc ils vont quitter la France, et ils vont de l'extérieur menacer cette France révolutionnaire. La France est alors divisée. Est-ce qu'il faut faire la guerre? Est-ce qu'il faut rester sur notre politique de paix et se concentrer surtout sur les ennemis de l'intérieur? En avril 1792, la France déclare la guerre à l'Autriche. Vont s'en suivre assez rapidement de nombreuses défaites, tout simplement parce que les officiers de l'armée française étaient pour la plupart des nobles, et que ces nobles étant partis, on n'a plus d'officiers compétents. En juillet, la Prusse rejoint l'Autriche, donc les choses se compliquent encore davantage. L'Assemblée législative proclame alors la patrie en danger, et on va appeler des volontaires qui vont arriver en masse à Paris pour défendre la nation. Le 1er août à Paris, on découvre le manifeste de Brunswick. Donc, il s'agit d'une proclamation qui dit que si le moindre mal était fait au roi et à sa famille, la vengeance sera terrible et immédiate contre le peuple parisien, bien entendu, contre les agresseurs du roi. L'objectif de cette proclamation est de faire peur au peuple pour éviter qu'il n'arrive un problème au roi. Sauf que la conséquence va être tout autre, ça va enflammer la foule, et le 10 août 1792, les sans-culottes parisiens et les fédérés attaquent le palais des Tuileries. Le roi et sa famille se réfugient alors à l'Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale décrète la déchéance du pouvoir exécutif du roi et son incarcération à la prison du Temple. En septembre, les armées françaises reprennent le dessus et battent les coalisés, notamment à Valmy le 20 septembre, date à laquelle est proclamée la Première République. Donc on a une abolition de la monarchie, et Louis XVI devient alors le citoyen Louis Capet. Quatrième partie, 1793, un procès inédit. Le 10 décembre 1792 débute le procès du citoyen Louis Capet. C'est l'Assemblée nationale de la Convention qui va étudier les dossiers, et notamment les preuves qui sont retrouvées au Palais des Tuileries. Le 15 janvier 1793, 94% des députés vont juger le roi coupable de trahison envers l'État, et le 17 janvier, 53% d'entre eux votent pour la condamnation à mort du roi. Le 20 janvier, on annonce au roi le verdict, et on lui annonce que l'exécution aura lieu dans les 24 heures. Et le 21 janvier 1793, au matin, le roi est guillotiné, place de la Révolution. Un petit mot rapide sur la guillotine. Cette technique d'exécution a été créée pendant la Révolution française, a été inventée par le docteur Guillotin. Et
c'est difficile à comprendre, à croire, mais cette technique d'exécution est largement inspirée des idées des Lumières et prône l'égalité. Il faut savoir qu'avant la Révolution française, il y a deux façons d'exécuter les personnes. Soit nous avons affaire à quelqu'un qui n'a pas une grande importance, à quelqu'un du peuple, et on va donc généralement le pendre. Si nous avons affaire à un noble ou quelqu'un d'important, on va le décapiter, c'est-à-dire lui couper la tête. La deuxième technique est plus rapide et moins douloureuse. Avec cette technique, tout le monde, qu'il soit riche, pauvre, important ou pas, est exécuté de la même façon, de façon rapide et nette, grâce à ce nouvel outil, la guillotine. Cinquième et dernière partie, 1793-94, la nation en danger. La nouvelle de l'exécution du roi est mal accueillie en Europe, notamment par les monarques, les rois européens. Cette nouvelle va accentuer les guerres extérieures déjà présentes et va même entraîner la formation d'une première coalition contre la France. Cette nouvelle de la mort du roi va également entraîner le déclenchement d'une guerre intérieure. Les contre-révolutionnaires vont donc affronter les partisans de la Révolution. À l'été 1793, la Convention décrète alors la levée en masse. Donc on va appeler tous les jeunes hommes en âge de se battre pour lutter contre les ennemis intérieurs comme extérieurs. En septembre 1793, puis durant l'été 1794, le gouvernement va durcir sa politique envers les ennemis du peuple. Toute personne qui est suspectée d'être contre-révolutionnaire va être arrêtée et condamnée à mort. Cette période, qui dure de 1792 à 1794, est appelée la Terreur. Des milliers de personnes vont ainsi être exécutées. Cette vidéo est désormais terminée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu et le sujet que vous souhaiteriez que je traite en vidéo. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos. À bientôt!